Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, on va aller vers des enjeux très contemporains, les réseaux sans fil, la communication sans fil, avec notre invité, Si Mehdi Bennis. Bonjour. Bonjour, c'est Ali. Très heureux de vous avoir parmi nous. C'était vraiment un honneur que vous fassiez le trajet si loin. Vous êtes en poste en Finlande, à l'université d'Oulu. Avant de parler de tout cela, on aimerait tout de même partir avec vous, faire avec vous votre parcours universitaire. Avant de parler de la Finlande où vous êtes aujourd'hui, vous êtes bien marocain? Tout à fait. Toujours marocain, pour toujours. C'est Voilà, superbe. donc j'ai fait mes études, je suis natif de Casablanca, j'ai fait mes études secondaires, ensuite le baccalauréat, lycée Moulay Idriss, Casa. Ensuite, à l'âge de 18 ans, je suis parti en Suisse, en fait, à l'école polytechnique fédérale de de Lausanne, Lausanne. où il y a notre ami M. Graoui aujourd'hui. Tout à fait. Donc j'ai fait mon master en système de com, d'accord. Système de com, c'est la communication. Sans fil, en fait. Sans fil déjà. Déjà, à l'époque, oui, les tout à réseaux fait. sans fil. Et ensuite, je suis parti à Sophia Antipolis à Nice. Ah oui, je connais bien. Enfin, c'était un master. J'y étais professeur 8 ans. D'accord. Oui, je connais bien Sophia Antipolis. Oui, il y a tout le pôle justement technologique de Sophia à 25 km de la ville de Nice. Vous y êtes resté un petit peu? Oui, 2 ans, 3 ans pour terminer le master en fait. Ah oui. Et entre-temps, j'ai fait 10 mois aux États-Unis pour mon master en fait. J'ai vu que... Non, avant d'aller à Princeton. Avant d'aller à Princeton. J'étais en Colorado, à Boulder. D'accord. Parce que sur votre CV, j'ai vu effectivement votre passage par Princeton. C'était plus tard. En 2017, tout à fait. Ah oui, c'est assez récent. Oui. Pour avoir et là, au Colorado, c'était pour parfaire toujours votre master, en fait, première formation. Exactement. Donc, j'ai bossé sur la standardisation de ce qu'on appelait WiMAX. Donc, c'est la technologie 3G à l'époque. À l'époque, oui. Exactement. Comme vous dites à l'époque, maintenant on en est à la 6, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc, effectivement, et qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri en Finlande? Oui, alors donc après l'obtention de mon master, donc j'ai travaillé un petit peu sur Sophia Antipolis en fait, dans une compagnie japonaise. Donc on travaillait sur le développement des algorithmes pour. Donc vous êtes revenu en France? Je suis revenu en France encore une fois, oui. D'accord. J'ai fait 1 an en fait dans une compagnie japonaise. Et ensuite, voilà, comme c'était une compagnie japonaise, il y a eu un séminaire et un professeur japonais est venu. Et bon, on a discuté, on a sympathisé. Ensuite, il m'a proposé un sujet de thèse en Finlande. Ah. Donc, je me suis dit Finlande. Parce que lui, il était peut-être en poste là-bas. déjà en Finlande. Ah oui, c'est ça. Un Japonais en Finlande qui propose un sujet de thèse à un Marocain en France. La mobilité universitaire et scientifique est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Vous venez d'évoquer 4 pays à la fois. Absolument. Donc là, je me suis dit Finlande, le pays de Nokia. Oui. Le pays de l'éducation, c'est une référence mondiale. Nokia, vous rappelez rapidement aux téléspectatrices et téléspectateurs ce que c'est? Nokia, c'est le premier équipement mondial de téléphone portable, en fait. Et oui, le premier. Le premier, oui, bien sûr. Le premier. On n'en parle plus tellement aujourd'hui. Non, bien sûr, parce que bien sûr, le monde a changé. Après, les Asiatiques ils sont venus, les Coréens, bien sûr, Samsung, les Chinois avec Huawei. À propos de Corée, vous êtes passé aussi par la Corée du Sud. Tout à fait. Oui. J'étais professeur invité là-bas en fait. Ah oui. Pour travailler sur. Donc il n'y a pas si longtemps. Je payais 2 ans, donc on and off. Donc je passais quelques mois et je revenais en Finlande. D'accord. Voilà. Donc revenons à ce professeur japonais qui vous propose une thèse. Et elle portait sur quoi? Donc voilà, donc j'ai fait ma thèse sur le partage des ressources ou de spectres dans le cadre de la 3G et 4G en fait, d'accord. Donc on a des opérateurs télécoms, ça peut être Maroc Télécom, Inouï ou Orange, d'accord, qui doivent savoir partager les ressources spectrales parce qu'elles sont limitées, d'accord. Les ressources spectrales, c'est-à-dire des fréquences, d'accord. Des fréquences qui doivent nécessairement être ne pas être appropriées par une seule compagnie. Exactement. Donc, pour quelle raison? Ça dépend en fait du pays, d'accord. Ça vient par exemple au Maroc, la NRT doit donner des fréquences, des licences, d'accord, à 3 à 4 opérateurs. Donc si les fréquences sont partagées, il faut un mécanisme pour pouvoir les accéder, et elles sont partagées parce que vous avez dit rapidement qu'elles étaient rares, c'est ça, ces ressources-là? Oui, bien sûr. Ah donc, oui, c'est pas l'abondance. Non, bien sûr. Maintenant, en 2025, on part de monter encore en fréquence, on part des ondes électromagnétiques terahertziennes, d'accord. Là, il y a encore beaucoup plus de fréquences,
Mais le problème, quand on monte en fréquence, la couverture diminue. Ah oui, D'accord? on travaille en intensité. Exactement. Donc, en- c'est en fait, il faut bien et plus tellement en portée. en portée. D'accord? Oui, c'est ça. Les ondes à longue portée sont rares. Elles Ah sont oui, c'est ça. congestionnées aujourd'hui. D'accord. Oui, donc il y a et donc votre thèse portait sur la possibilité de partager ces fréquences. Exactement. Et j'ai en fait utilisé la théorie des jeux à l'époque, Oui. Game Theory, donc inspirée par John Nash, pour Oui. pouvoir modéliser cette interaction Oui. grâce aux théories des jeux non coopératives, d'accord? Pouvoir analyser quel genre d'équilibre on pourrait avoir si des opérateurs ne décident pas de coopérer, d'accord? C'est Parce ça. que soit on coopère pour partager les Oui. ressources, soit on ne coopère pas. Donc voilà, donc j'ai fait en Ça, fait. c'est très important. Vous évoquez la théorie des jeux parce qu'elle porte justement sur ça. C'est quel est le gain que je puisse avoir en me mettant dans une situation de coopération. Exactement. Et en réalité, ce qu'elle enseigne, cette théorie des jeux, où il y a beaucoup de logique, c'est que on gagne toujours à coopérer. Exactement, c'est en fait le message, d'accord? Donc, ça dépend. Par exemple, l'équilibre de nage vous dit en fait ce qui peut arriver si vous décidez de ne pas coopérer. Mais aussi les aspects de. Et qu'est-ce qui arrive? En général, on meurt. très mauvaise performance, Oui, d'accord? c'est ça. Donc, il faut Seul, on ne fait coopérer. pas grand-chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un enseignement majeur. Et donc, cette théorie des jeux était importante pour la modélisation de ces fréquences parce qu'il il est question de coopérer au sens du partage des fréquences. Absolument, absolument. Parce que maintenant, il y a deux choses. Il y a l'analyse des équilibres, d'accord? L'opérateur, il aimerait bien savoir quel genre de performance il peut avoir s'il décide de ne pas coopérer. Et aussi, quel genre d'algorithme pour pouvoir faire l'allocation de puissance, d'accord? Sur quelle fréquence? Parce que si deux opérateurs se mettent sur la même fréquence, l'interférence va augmenter, d'accord? Oui. Donc c'est un peu l'intelligence déjà à l'époque qui était déjà c'est ça. Et d'ailleurs, on comprend mieux par ce partage de fréquences la communication sans fil, parce qu'effectivement, sans fil, mais connecté. Absolument, absolument. Et c'est cela, ces choses qui ne sont pas perceptibles, mais qui sont complètement à effet immédiat pour tout le monde. Avez-vous, n'avez-vous pas la connexion? Ça devient véritablement le langage commun, j'allais dire véritablement populaire, où tout le monde sait, mais tout le monde ne sait pas que derrière il y a beaucoup de physique. Il y a beaucoup de... Alors on a évoqué la théorie des jeux. Je sais que justement, à la base de toute cette technologie, pour vous, la logique est quelque chose de très important. La logique formelle, le calcul symbolique sur des lettres. Oui, donc voilà. Donc, en fait, la logique est intervenue un peu tard dans on va dire, mon radar de chercheur. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, donc après la thèse, les sujets phares étaient la 4G, ensuite la 5G. Donc, quand la 5G est arrivée, en fait, là, on parlait de l'IA commençait à apparaître. D'accord? Donc, en 2017, il y a l'architecture IA d'apprentissage fédéré, d'accord, qui a complètement chamboulé un peu notre recherche, on va dire, d'accord. Donc là, il y avait des architectures centralisées, d'accord. Genre, on envoie des photos de nos enfants à Google et Google s'occupe de l'entraînement et de l'exécution, d'accord. L'apprentissage fédéré est venu pour pouvoir sécuriser nos données, d'accord. Donc, mais c'est vraiment des apprentissages statistiques. Il n'y avait pas encore de logique. Si on saute de 2017 à 2025, aujourd'hui, on sait que pour que l'IA soit vraiment efficace, il faut parler de logique formelle. Il faut pas, par exemple, déployer des robots avec des modèles qui ont été entraînés avec de la data. Small data ou big data, c'est pas très important. C'est vraiment la capacité de planifier. Et là, la logique est très importante. Alors justement, je vais reprendre dans des mots communs beaucoup d'éléments techniques que vous avez dit. Quand vous dites la fédération autour de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée, c'est-à-dire qu'on distribue comme si on avait par exemple un tableau, comme dans les tableaux scolaires, et que chacun notait dessus quelque chose, et finalement on va avoir une intelligence collective distribuée sur tout le plateau, sur tout le tableau, à partir de plusieurs collaborateurs. Tout à fait, tout à fait. Donc juste pour revenir sur l'aspect fédération. L'intelligence artificielle distribuée, l'IAD.
Donc voilà, donc en fait c'est une architecture distribuée, d'accord. Donc distributed AI, c'est en fait la même chose, on va dire. Donc juste là par exemple, s'il y en a des terminaux, des capteurs par exemple, Oui. qui prennent des photos, des vidéos, d'accord. Et on n'aimerait pas transmettre ces photos, ces vidéos, d'accord, parce qu'en fait, voilà, il y a des, Oui. des données privées, on va dire, d'accord. Oui. Donc là, on met en place un serveur qui s'occupera en fait de collecter non pas les photos ou les vidéos, mais des modèles, d'accord. On transmet ces modèles sur le canal, d'accord, sans fil. Donc et le serveur va collecter ces modèles, faire une moyenne, peut-être une médiane géométrique ou autre, et renvoyer ces modèles, d'accord. Oui. Donc en fait, voilà, il y aura un modèle global. Une façon de cribler ou comment dirais-je, de répartir. Exactement. Donc comment ça se fait en fait? Donc chaque terminal, chaque capteur, chaque voiture en fait Oui. va travailler localement, d'accord, sur la data qu'elle a, et ensuite envoyer les paramètres, d'accord, et ensuite recevoir des mises à jour par le serveur. Et c'est un processus itératif jusqu'à ce qu'on obtienne un de bon modèle. coopération, Tout à fait, tout à fait. qui distribue Exactement. finalement les algorithmes. Exactement. Donc c'est bien point de vue sécurité, au point de vue wireless, c'est très bien parce qu'on ne transmet plus la data, par exemple une vidéo, c'est énorme pour envoyer. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment des données très très petites de wireless, je rappelle, c'est sans fil, sans fil, justement. tout à fait. Communication sans Voilà. fil. Wireless communication. Alors, théorie des jeux, beaucoup de physique pour la fréquence, de la logique en raison précisément de l'intelligence artificielle distribuée, de cette coopération, etc., de ces modèles, de ces algorithmes échangés. Et il y a, vous avez évoqué, je crois que c'est important, la sécurité, la sécurisation des procédés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus un enjeu important. Par exemple, si je veux construire un site d'un centre de recherche, il faut le sécuriser pour qu'il ne soit pas, comme on dit, piraté, tout ça. Est-ce que ce sont des choses qui rentrent dans votre domaine ou latéralement? Oui, donc, par la force des choses, oui. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de cyber security, d'accord, cybersécurité. Mais au point de vue, par exemple, si on reste sur le problème de l'apprentissage fédéré, il y a déjà les aspects sécurité. Par exemple, on n'aimerait pas envoyer les données, donc on les cache, on va dire, en envoyant que les paramètres, d'accord. C'est cela. Mais il se peut aussi qu'il y ait C'est quoi la différence entre paramètres et données? C'est la data. Donc les données, c'est votre image, par exemple, une photo. Photo, par exemple, d'accord. Oui. Mais le paramètre, c'est par exemple quand on veut optimiser une fonction de coût localement, c'est juste un gradient, on va dire, d'accord. D'accord. Dans le jargon mathématique, c'est un gradient qu'on envoie voilà, au serveur, d'accord. Donc on peut envoyer le gradient sans envoyer la donnée. La donnée. Exactement. Et ça donne quoi d'envoyer que le gradient? En fait, vos données restent localement privées, donc déjà c'est bien pour le RGPD, d'accord, par exemple. Oui, la protection des données. Bien sûr, très voilà. important. Oui. Mais comme j'allais dire, il y a aussi des problèmes parce qu'il se peut qu'un autre capteur ou un autre client ou un autre terminal, en fait, injecte et essaie empoisonner la data et l'entraînement. Oui, c'est ça. Il y a des aspects de model poisoning, donc empoisonnement de modèles. Donc il faut surprotéger à chaque fois. Exactement, il faut en tenir compte en fait. Alors je reviens, donc ça c'est pour la data. Et le paramètre, quel est le bénéfice de tout de même le libérer de la donnée? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va sortir du terminal et être reçu du serveur, c'est que les paramètres. Donc en fait, quand on parle de modèles de langage aujourd'hui, de 100 milliards de paramètres, en fait, voilà, comment dire, les connaissances sont stockées dans ces paramètres. Ah oui, donc quand on dit machine learning, les machines d'apprentissage, c'est autour des paramètres. Absolument, absolument. Ça, c'est important. Très important. Alors ces machine learning, elles sont, on prend très souvent la métaphore biologique des neurones. Donc on dit que c'est des couches de neurones artificiels. On emploie le mot de neurones artificiels. Et c'est un petit peu, est-ce que l'image que je vais vous donner, une métaphore, est parlante ou pas trop? C'est-à-dire que ces couches de neurones, entre guillemets, comme nos neurones biologiques de notre cerveau, est-ce que ces couches de neurones empilées, on peut les figurer comme des variateurs électriques on-off, en fonction ou bien en repos? Alors oui, d'accord. Donc l'analogie, bien sûr. Donc juste voilà, je pense que le but ultime, c'est d'essayer de faire du reverse engineering du cerveau humain, d'accord. Oui. Donc là, il y a plusieurs architectures
des architectures, par exemple, de perceptrons, d'accord? Donc là, c'est des couches neurales, et puis on essaie de modéliser un peu les connexions synaptiques, d'accord, entre les neurones. Ça, c'est ce qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Mais là, en fait, il y a une autre architecture de neuromorphique qui est là, basée sur vraiment tout ce qui est spiking neural networks, d'accord? Donc comment on traduirait? Donc, c'est en fait, par exemple, si on a une caméra, elle ne va pas tout le temps essayer d'enregistrer ce qu'on regarde, d'accord, et entraîner un modèle, et va savoir quand elle se réveiller pour capter l'information la plus importante et l'encoder, d'accord, c'est ça. et pouvoir entraîner un modèle. Et le repérage de la donnée pertinente est dans la machine. Exactement. Et c'est ça qui fait que ce sont des machines qui ne sont pas juste en train de traiter des données, mais qui sont en même de pouvoir en créer des nouvelles. Absolument. Donc, en raison de la pertinence, ce moment où, hop, voilà, cette donnée est importante pour moi et cette donnée l'est moins. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment par exemple, les modèles de langage aujourd'hui ne font pas ça. D'accord ? Donc, bien sûr, on voit les performances faramineuses, mais le coût énergétique est énorme. Mais oui, c'est ça, le coût énergétique, c'est important. Depuis tout à l'heure, vous nous sensibilisez à l'environnement des technologies que nous utilisons. L'environnement par les fréquences, c'est très important, ce qu'elles permettent, etc. Et là, vous dites précisément que comment dirais-je, la pertinence qui fait qu'on n'est pas simplement dans l'auto-engendrement des données. Oui, donc en fait aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a deux écoles. Il y a l'école brute force, c'est-à-dire que voilà, il faut plus de data, plus de calcul, plus de GPU, d'accord, et on va réussir à vraiment résoudre tous les problèmes de la Terre, d'accord. Mais le problème, voilà, le problème ça c'est trop fonctionnel. Exactement. C'est fonctionnaliste. Tout à fait. Mais il y a l'autre plus connexionniste. Plus connexionniste. Bon, là, en fait, les modèles de langage aujourd'hui sont plutôt connexionnistes, d'accord. C'est ça. Mais bien sûr, ça va tellement vite que maintenant, il y a l'intégration du raisonnement, ce qu'on appelle le système 2 de psychologue américain Daniel Kahneman. Oui. Il a écrit un livre fascinant, Thinking Fast and Slow, réfléchir lentement et rapidement, d'accord. Donc en fait, toute l'IA aujourd'hui, c'est du système 1, c'est-à-dire qu'il faut juste la data et du calcul. Oui. Mais l'humain, le cerveau humain, il y a l'aspect système 2, ce qui est dans notre, c'est l'aspect exécutif qui est dans notre le prefrontal cortex, d'accord, qui nous permet de planifier, raisonner cause à effet, par analogie. Donc cet aspect-là manque aujourd'hui. Ah oui, le raisonnement. Le raisonnement, les grandes découvertes, parce que les grandes découvertes se sont faites aussi par l'absurde. Supposons que 2 plus 2 ne soit pas égal à 4. Et je vais avoir plein de contradictions. Donc, en réalité, comment arriver à avoir des raisonnements indirects et pas simplement sur des données? Qu'est-ce qui n'est pas le cas? Est-ce que l'intelligence artificielle parle des choses qui ne sont pas? Alors que, précisément, quand Harvey découvre la circulation du sang, il fait que des analyses par l'absurde, en coupant une veine, en coupant, en bloquant une artère. Donc, des choses négatives pour arriver à des résultats positifs. Le problème peut-être aujourd'hui, vous dites bien, je suis content que vous, de l'intérieur, vous puissiez montrer que au niveau du raisonnement, on est encore embryonnaire au niveau de l'IA. Absolument, on est tout au début, d'accord. Il y a une telle fascination, vous savez, il y a tous ces magazines, l'IA va vous dire, va vous substituer à ceci, ceci. Et finalement, c'est comme si le raisonnement humain qui a mis des millions, des centaines de milliers d'années à se constituer, allait pouvoir complètement être converti par l'IA. Oui, ben ça bien sûr, c'est un peu les médias qui enflamment un peu la conversation, mais au point de vue recherche, au point de vue fondamental, on est encore très 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 loin du raisonnement humain. Donc voilà, et pour y arriver, encore une fois, on va reparler de la multidisciplinarité, il faut lire, il faut regardez par exemple Marvin Minsky, le bouquin Society of Minds, d'accord. L'esprit est une société qui collabore tout le temps. Tout à fait. Ben aujourd'hui, dans mon groupe par exemple, c'est la vision qu'on pense qui va être vraiment parce qu'il est tellement simple. On parle d'un langage de pensée. Donc quelle est la syntaxe de ce langage? Quelle est la sémantique? Comment on compose des modèles pré-entraînés, d'accord, qui sont spécialistes dans un aspect, qui puissent détecter par exemple un objet dans
environnement, d'accord? Mais comment on peut composer, Oui. c'est un peu le secret un peu, Ben comment oui. composer ces Je veux modèles? acheter 5 pommes de 5 couleurs différentes. Exactement. Moi, en tant qu'humain, je le fais beaucoup plus facilement que l'IA. Bien sûr, absolument, absolument. Donc voilà, il faut être réaliste, d'accord? Par contre aussi, il faut une nouvelle génération de chercheurs, d'étudiants Oui. qui puissent pouvoir lire de la littérature en psychologie, en neurosciences, Ah, c'est important d'accord? que vous disiez ça. Psychologie, absolument, Oui, parce que absolument. souvent les étudiants voient le savoir-faire, l'élément technique et ne voient pas tout l'arrière-plan des connaissances humaines Exactement. qui, comme vous le dites si bien, suppose l'interdisciplinarité. Absolument. Je pense aujourd'hui, en 2025, voilà, il faut la mobilité et la multidisciplinarité pour pouvoir, parce que les percées scientifiques souvent se font à l'intersection de ces Oui, domaines, d'accord? la pensée créatrice est dans les marges. Absolument. Donc, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup. Un point, revenons tout de même à la technique après cet arrière-plan autour de l'interdisciplinarité. Il y a aujourd'hui ce que l'on appelle les voitures autonomes et que je préfère appeler les voitures sans conducteur, without driver. Alors ces voitures, je veux partager avec vous une petite expérience. Je reviens de San Francisco où j'étais avec un collègue derrière une voiture sans conducteur. Waze. C'est impressionnant. Et cette voiture, elle avait sur son capot plein de capteurs. Je suppose que ces capteurs vont être miniaturisés parce que là, c'était des capteurs de grande dimension, comme s'il y avait 3-4 valises sur le toit, sur le capot de la voiture. Alors, quelles sont comment dirais-je, les perspectives autour de ces voitures sans conducteur? Voilà, donc la voiture voilà, connectée, sans conducteur, c'est un projet qui a commencé en fait voilà, à San Francisco, d'accord, Silicon Valley, pour pouvoir, voilà, je pense que c'était peut-être le rêve d'un des milliardaires là-bas, et puis voilà, ça en fait, ça s'est percolé, on va dire, à travers le monde, d'accord. Mais au point de vue technologique, c'est fascinant, car voilà, donc on parle de la voiture, il y a plein de capteurs, il y a le capteur radar, LiDAR, d'accord, il y a les aspects aussi, bien sûr, vidéo, il y a l'aspect communication sans fil. Donc aujourd'hui, peut-être que Tesla ou autre marque, en fait, doit penser aux voitures qui communiquent. Parce qu'en fait, il y a plein d'instances où la voiture ne pourra pas prédire un petit peu ce qui va se passer, on va dire, 1 kilomètre de la voiture, d'accord? Oui. Donc, l'aspect communication est très important. Oui. Et encore une fois, ça dépend si c'est Tesla ou Waze, d'accord? Il y a des compagnies qui ne veulent pas un capteur LiDAR parce que ça coûte trop cher. LiDAR, c'est quoi? En fait, c'est plutôt physique, c'est la lumière en fait, d'accord? Oui. Ça permet en fait de savoir l'obstacle, il y a 100 mètres, 200 mètres, d'accord? Il y a par exemple Tesla, Elon Musk, lui, il veut tout faire, il veut résoudre le problème uniquement avec caméra. D'accord. D'accord? Et par contre, caméra, s'il y a un brouillard, s'il y a. Oui. Donc il y a le pour et le contre, d'accord? Oui. Mais voilà, l'IA, très importante. Il faut système 1 pour la détection des obstacles. Les obstacles, ça se fait très bien aujourd'hui. aujourd'hui. Rouge. Exactement. Quelqu'un qui va traverser la chaussée ou la route, ça se fait très bien. Par contre, le système 2, oui, alors très loin. Autour du raisonnement. Exactement. Donc maintenant, c'est hard-coded. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un humain qui a programmé, voilà, les règles, ce qu'il faut faire. D'accord? S'il y a cette condition, on fait ça. Oui. Ce n'est pas autonome. D'accord? Peut-être ça ne sera jamais autonome, on ne le sait pas. Mais c'est le marketing qui leur fait dire voiture autonome. Moi, je préfère dire voiture sans conducteur. Non, tout à fait. Elon Musk, il nous a dit en 2020-2022 qu'il y aura la Level 5, déjà en 2022, d'accord? Alors que c'est impossible. Aujourd'hui, on a le Level 4, d'accord? Donc c'est semi-automatique. Alors, vous, en regardant un peu vos travaux, je me suis rendu compte que vous étiez maintenant autour de la 6G. On est à peine encore à essayer de voir ce que donne la 5G, mais au niveau de la recherche, je suppose au niveau de la recherche, on est déjà… Quels sont les espoirs mis dans la 6e génération? Oui, donc tout à fait. Donc voilà, donc maintenant, c'est vraiment le déploiement de la 5G se fait maintenant, mais comme on est bien sûr des centres de recherche, d'accord, on commence toujours 10 ans en avance, d'accord? Donc par exemple, la 6G sera déployée normalement en 2030, mais la recherche se fait aujourd'hui. En fait, on a commencé en 2018 déjà. On a eu le premier programme au monde en fait sur la 6G
pour regarder un Quand petit vous peu. dites on a, c'est-à-dire là Centre de recherche en Finlande. en Finlande, Tout à fait. là où vous êtes, Tout à fait. avec voilà. vos amis japonais. Absolument, japonais et d'autres Bien nationalités, sûr, bien sûr. bien Voilà. sûr. Et voilà, donc on a commencé à regarder c'est quoi la 6G, est-ce que c'est que la 5G améliorée. Donc, Ou est-ce qu'il y a un saut qualitatif? exactement. Donc, quels sont les nouveaux scénarios qu'on n'avait pas, d'accord? Et là, en fait, là, on est en 2025 déjà. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que bien sûr, l'IA sera au centre de toutes les discussions, optimiser les réseaux, d'accord? Au point de vue maintenant, on parle de... Il y a toujours le haut débit, d'accord? Ça, on l'avait en 3G, 4G, 5G et même 6G. Mais maintenant, on parle de résilience. Ah. Aujourd'hui, l'un des mots les plus importants, en fait, c'est la résilience. C'est-à-dire la possibilité de résister à des situations. Exactement. Aujourd'hui, les réseaux ne sont pas optimisés pour être résilients. D'accord. D'accord? Ils sont plutôt fiables. C'est-à-dire qu'on connaît à l'avance quel genre de problème il va y avoir. Donc, on essaie un petit peu d'optimiser, de prendre ça en compte. D'accord? Oui. Par contre, il y a plein de risques. On parle de cybersécurité. On ne connaît pas à l'avance quel genre d'attaque il y aura. Oui. Donc, il faut des garanties formelles, encore une fois. Oui. Le temps qu'il me faudra pour un réseau pour pouvoir récupérer et durer. Et ça, ce n'est pas de la statistique. Non. C'est de la récupérer logique. et durer avec le maximum de prédictibilité. Exactement. Parce que l'imprédictibilité Très importante. est Très dans la importante. vie, en tous les cas, Absolument. elle est majeure. Exactement. Donc, la résilience, en fait, ce qui est très important et intéressant, c'est vraiment l'être humain. Oui. On est comme ça, en fait. D'accord? On tombe, Oui. on essaie encore de marcher. On essaie de durer. Exactement, on essaie de durer, voilà. Donc, c'est différent des aspects fiabilité. Oui. D'accord? Et ça, les gens, des fois, ils ont du mal un petit peu à distinguer les deux. D'accord? Oui. Résilience au point de vue, par exemple, réseau. Si on attaque une antenne, si, par exemple, le tremblement de terre de Lhaouz, Oui. le réseau, il était complètement... il ne marchait plus. Oui. Donc maintenant, combien de temps ça prend pour reconnecter les gens? Parce Oui. qu'il y a des gens sous les décombres, il faut pouvoir les sauver, d'accord? Donc l'aspect résilience, très important, et touche bien sûr à la cybersécurité, bien sûr. Aussi l'IA, comme je vous ai dit. Mais le paradigme, le changement de paradigme en communication, c'est ce qu'on appelle la communication sémantique. Ah. Il faut savoir de la 2G à la 5G. Là, il faut revenir faire un peu d'histoire peut-être. Donc, le père de théorie de l'information, c'est Claude Shannon. Oui, bien sûr. Qui, en 1948, a écrit un article. Il a détaillé 3 niveaux de communication. La communication, on va dire, premier niveau, c'est communication syntactique. Ben oui. D'accord? Oui. Vous voyez, j'en venir. Les règles de constitution des expressions. Exactement. Donc, j'ai un message, je l'envoie au travers du canal et le récepteur doit décoder exactement le même message. C'est cela. Par contre, ce n'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Il met du sens. Il met du sens, voilà. Donc, maintenant, il y a 2 autres niveaux. Le niveau sémantique, d'accord? Donc là, il faut en fait communiquer le sens au récepteur et le récepteur doit interpréter le comprendre comme vous avez voulu lui exactement. donner. Et ensuite, ben oui. la tâche qu'il doit résoudre, d'accord? Donc maintenant, en fait, avec cela, on est en train d'utiliser ces théories de communication pour pouvoir en fait diminuer ou d'augmenter l'efficacité énergétique, d'accord? Oui. Déployer beaucoup moins d'antennes avec la même performance. Parce qu'il y a la voracité électrique. Exactement. Ah, la voracité électrique, c'est un grand enjeu écologique. Absolument. Pour toute cette IA qui font tant d'espoir et cette communication sans fil, il faut quand même aller aussi vers ce que vous dites, l'efficacité énergétique, c'est important. Absolument. 2 mots. Sur quoi travaillent vos étudiants aujourd'hui à l'université d'Oulu en Finlande? D'accord. Donc en fait, voilà, on a discuté un petit peu. Donc en fait, maintenant, la 6G. vision, donc la 6G bien sûr, mais une vision particulière que j'aime beaucoup, qui est en fait inspirée par voilà, la communication sémantique, mais aussi le livre de Marian Minsky. Oui. En fait, quand on regarde un petit peu de 2017 à 2025, on se rend compte, voilà, il n'y a pas eu de percée majeure, d'accord? La théorie n'a pas avancé, c'est de l'algèbre linéaire et des statistiques. Oui, c'est ça. Et les maths, il y a la géométrie, la topologie, la logique. Oui. Il faut bien les utiliser, d'accord? Exactement. Donc en ce moment, c'est vraiment ce qui m'intéresse en fait, parce que je pense qu'il y a des percées majeures à venir. Et on parle par exemple aujourd'hui d'Internet des agents IA. Oui. Il faut bien qu'ils communiquent. Oui. Et ça va être de la communication sémantique, encore une fois. Oui. Est-ce qu'on va avoir de l'architecture à la Minsky, d'accord? Oui. Qu'on va composer? Quel est ce langage? Je pense que voilà, en tout cas, c'est ce que je suis en train de regarder. C'est merveilleux. Merci beaucoup
pour Merci beaucoup. ce plaidoyer pour la logique à partir de la communication sans fil. Avec plaisir. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous étions avec Sim et Divenis de l'université d'Oulu en Finlande, autour des réseaux sans fil, autour de grands enjeux de communication et d'information dans notre monde. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.